Yo tout le monde! Aujourd'hui c'est quoi le programme? Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo classification à l'ancienne, mais sur un embranchement dont je n'ai pas encore vraiment parlé. Et j'ai choisi les annélides. Si tu connais pas Arthropsida, il y a moyen que tu tombes sur cette vidéo car tu veux réviser pour l'interro de Monsieur Bernard de demain matin. T'inquiète pas, on va faire en sorte de remédier à tout ça. Au même titre que les arthropodes et les mollusques, dont j'ai déjà parlé longuement sur la chaîne, les annélides sont des protostomiens, c'est-à-dire que leur bouche se forme avant l'anus au cours de l'embryogenèse. De plus, leur système nerveux est ventral. L'autre grand groupe d'animaux, ce sont les deutérostomiens, qui eux ont l'anus qui se forme avant la bouche au cours de l'embryogenèse et qui ont un système nerveux dorsal. Nous, humains, en tant que vertébrés, ainsi que les échinodermes dont j'ai déjà parlé, nous appartenons à ce groupe des deutérostomiens. Ok, sympa, mais ça répond pas à la question. C'est quoi des annélides? Eh bien, grosso modo, ce sont des bestioles qui ont une tronche de verre. Mais là, il faut que je corrige un truc tout de suite. Verre, c'est un mot qui n'a aucune valeur en termes de classification et de phylogénie. Le mot verre, ça désigne un animal à l'aspect vermiforme, allongé, sans pattes. C'est un terme anatomique et non phylogénétique. On l'utilise pour parler de tout un tas d'animaux qui appartiennent à des groupes bien différents et parfois très éloignés. Tenez, on va faire une petite liste. L'embranchement des nématodes, communément appelés vers ronds, dont pas mal sont des parasites de l'homme, comme Ascaris lumbricoides, qui selon les estimations est présent dans les intestins de près d'1 milliard d'êtres humains. Les platelmintes, communément appelés vers plats, dont certaines espèces marines ont des couleurs magnifiques, et d'autres espèces terrestres invasives ont mauvaise réputation. Certaines vous sont familières, comme le ver solitaire. Les némertes, des vers marins parmi lesquels on compte l'animal le plus long du monde, pouvant atteindre près de 50 mètres de long, la baleine bleue n'a qu'à bien se tenir. Les rotifères, des petits vers d'eau douce qui peuvent atteindre des densités très élevées et qui sont un maillon essentiel des réseaux trophiques. Les kétognates, des petits vers marins prédateurs à la tronche d'alien. Un beau paquet de larves d'insectes qu'on appelle vers par abus de langage, comme c'est le cas du ver à soie, ou de beaucoup de larves de diptères ou de coléoptères. Une bonne partie des holométaboles en fait. Mais sachez que toutes ces bestioles que je viens de citer ont bien des pattes et ne sont que le stade larvaire d'un insecte. On a aussi les amphisbènes qui sont des amphibiens, les orvées qui sont des squamates, des lézards précisément, certains serpents qui ont une gueule un peu atypique, et enfin les annélides, ceux dont on va parler exclusivement aujourd'hui et qui sont les vers les plus connus de la plupart des gens. Comme les mollusques, les annélides sont des lophotrochozoaires, c'est-à-dire qu'ils ont un développement post-embryonnaire indirect avec une larve de type trochophore. Toutefois, certains groupes se sont plus ou moins affranchis de ce stade. On recense actuellement près de 22 000 espèces d'annélides, mais c'est plutôt compliqué de trouver un nombre très précis. Le nom de l'embranchement vient du latin, c'est une déformation du mot anneau, étant donné que la caractéristique primordiale du groupe est de posséder un corps annelé. Les annélides sont des animaux métamérisés. Pour rappel, la métamérie, ça veut dire que le corps est constitué d'une succession de segments. Quand ces segments sont identiques, on parle alors de métamérie homonome. C'est le cas pour les annélides. Tandis que chez les arthropodes, par exemple, les segments ne sont pas tout à fait identiques avec certaines spécialisations et on parle alors de métamérie hétéronome. Toutefois, chez les annélides, on a 3 segments qui ne sont pas considérés comme des métamères car ils ne possèdent pas de sac célomique. Il s'agit du premier, appelé prostomium, du second, le péristomium, et le dernier, le pygidium. Le prostomium porte les organes sensoriels, le péristomium porte la bouche, et le pygidium l'anus. Chaque métamère est composé de 2 sacs célomiques remplis de liquide qui jouent le rôle de squelette hydrostatique, protégeant ainsi les organes internes des chocs. Des métanéphridies permettent l'excrétion des déchets azotés. Concrètement, c'est l'équivalent de nos reins. Ils ont un système circulatoire clos avec des vaisseaux qui irriguent le corps en sang. On parle plutôt d'hémolymphe pour les annélides comme pour les arthropodes et les mollusques car ce n'est pas le même pigment qui va fixer l'oxygène. Les 2 vaisseaux principaux sont le vaisseau sanguin ventral et le vaisseau sanguin dorsal qui sont reliés à l'avant du corps et forment des arcs bronchiaux qui s'apparentent à des cœurs. A savoir que là encore il existe des exceptions puisque des groupes d'annélides mineurs ne sont pas segmentés, ouais. Mais bon, on en parlera plus tard dans la vidéo. Bon, sinon comme autre particularité, on peut citer leur remarquable capacité de régénération, ainsi que la présence de soies chitineuses, qu'on appelle les caétés. Elles sont présentes chez la majeure partie des espèces d'annélides, mais on verra qu'il y a des exceptions entre les groupes.
Sinon, niveau reproduction, on a les deux grands types qui sont pratiqués, sexués et asexués. Étant dotés d'un corps mou et sans calcification, ce qui était à contrario le cas pour les mollusques et les échinodermes, et bah du coup, les fossiles d'annélides, c'est super rare. Les plus anciennes traces potentielles remontent peut-être à l'Édiacarien, mais c'est à partir du Cambrien qu'on classe avec certitude certains organismes comme des annélides. Par exemple les genres Canadia et Burgessocaeta, découverts dans les schistes de Burgess au Canada. On a même Phragmocaeta, daté de 518 millions d'années et considéré comme le plus ancien annélide connu à ce jour. Pour les fans de paléo, vous savez peut-être que l'anomalie Wiwaxia a parfois été considérée comme un annélide, mais bon, là c'est du full Incerta sedis, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas sûr d'où le foutre dans la classification. Et c'est vraiment à partir de l'Ordovicien que les polychètes, un des grands groupes d'annélides, se diversifient et on considère qu'à partir de la fin du Carbonifère, la plupart des groupes modernes sont apparus. Niveau mode de vie, on recense des espèces marines, dulsaquicoles, c'est-à-dire qui vivent dans l'eau douce, et des espèces terrestres. À ma connaissance, aucune espèce n'est capable de voler. Pour les annélides aquatiques, on a des espèces pélagiques, qui nagent activement dans la colonne d'eau, des tubicoles, qui sont sédentaires et vivent dans un tube comme des gros flemmards, ainsi que des fouisseurs. Pour parler bouffe, sachez que les annélides peuvent être prédateurs, ectoparasites, microphages ou filtreurs, et on aura l'occasion de voir pas mal d'exemples au cours de cette vidéo. Niveau classification, les annélides se divisent en deux classes principales, que sont les polychètes et les clitélates. Actuellement, sur World Polychaeta Database, il y a plus de 26 000 noms enregistrés pour près de 12 500 espèces valides. Les polychètes sont tous des vers exclusivement aquatiques, caractérisés par ce qu'on appelle des parapodes, des sortes de pieds locomoteurs munis des soies dont on a parlé tout à l'heure. Poly signifiant plusieurs et chaeté soie, polychète se traduit littéralement par plusieurs soies. Les membres du groupe possèdent des yeux et sont dotés de sortes de pseudo-antennes au rôle sensoriel. Ils ont des crochets au niveau de la bouche et leur pharynx est dévaginable pour pas mal d'espèces, formant ce qu'on appelle un proboscis ou trompe. Les différentes espèces sont gonochoriques, c'est-à-dire que les sexes sont séparés. La fécondation est externe et se fait directement dans l'eau. On divise les polychètes en deux sous-classes, les sédentaria, ou gros flemmards, qui sont des vers sessiles dépourvus d'appendices de locomotion, souvent tubicoles et équipés d'organes filtreurs dont ils se servent pour se nourrir. Et de l'autre côté, on a la sous-classe des Erantia, qui sont des vers mobiles pourvus d'appendices de locomotion développés et d'une tête très différenciée. Ça va, jusqu'ici c'est simple? Les Erantia ont la bougeotte et les Sedentaria la grosse flemme. Focalisons-nous tout d'abord sur la sous-classe des Erantia, qui est elle-même composée de trois ordres. Les Amphinomida, avec la famille la plus connue, les Amphinomidés, couramment appelés les vers de feu, à cause de leur aspect et de leur pouvoir urticant. C'est le cas du ver de feu de Pan, Chloea flava, dont le corps est couvert latéralement de soie blanchâtre, pointue et venimeuse. C'est un carnivore qui se nourrit d'animaux sessiles, comme les polypes de corail, les éponges ou les acidies. On a ensuite l'ordre des Eunicida. C'est au sein de ce groupe qu'il existe des monstres dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Je vous jure, c'est mieux que Pokémon à ce niveau-là. Tremblez devant le terrible ver bobite, Eunicé aphroditoïs, dont la taille peut atteindre 3 mètres de long, pour une moyenne de quand même un bon mètre. C'est l'un des plus grands annélides au monde. Le ver bobite se rencontre uniquement dans le bassin Indo-Pacifique, où il s'enterre et attend patiemment en embuscade un stimulus. En se projetant à la vitesse de l'éclair, il agrippe sa proie avec des griffes acérées et la ramène dans son antre pour la déguster. Ces soies sont également urticantes et un mauvais contact peut provoquer un engourdissement chez l'homme. Et enfin, voici l'ordre des Phylodocida. 3500 espèces, dont pas mal sont de bonnes nageuses, la plupart benthiques, s'enfouissant dans les sédiments ou vivant dans les fissures et les crevasses. C'est le cas du Nereis diversicolor, de la famille des Nereididés, qu'on appelle la gravette par chez nous, très appréciée des pêcheurs en guise d'appât. Il est adapté à différents types de sédiments, vaseux, graviers, sableux, et survit dans des environnements relativement pollués, ce qui en fait une bonne espèce bioindicatrice. En fait, il fait preuve d'une super capacité à bioaccumuler les métaux dans son organisme, et peut, à ce titre, être un des maillons de la contamination dans les réseaux trophiques via les processus de biomagnification. Bon, là vous vous doutez que je suis en train de partir dans tous les sens, c'est parce que j'ai fait des manips dans ma thèse avec les Nereis, mais bon, ça a pas trop marché et je suis un peu frustré peut-être.
Pour vous citer un petit peu d'autres espèces, voici Alita virens, de la même famille que le Nereis. D'ailleurs, plusieurs entreprises se sont spécialisées dans l'élevage des Néréididés, afin de fournir une source de nourriture dans le secteur de l'aquaculture. Les propriétés nutritives de ces annélides sont super intéressantes grâce à leur forte teneur en acides gras polyinsaturés et en protéines. De la famille des Pollinoidés, Eulagisca gigantea est un beau lardon de 20 cm aplati dorso-ventralement et doté de parapodes très développés. On le retrouve autour de l'Antarctique et de l'océan austral, à des profondeurs de 40 à 700 mètres environ. Et là, on a une bestiole très atypique pour un annélide, avec le genre Tomopteris. Toutes les espèces décrites sont connues pour être holoplanctoniques, ce qui signifie qu'elles passent la totalité de leur cycle de vie dans la colonne d'eau. C'est quand même dingue de se dire qu'un fucking ver vit sa life comme un calmar au milieu de l'océan. Ça me rappelle les concombres de mer pélagiques dont on avait parlé dans la vidéo sur les échinodermes. En tout cas, j'adhère grave au concept, je kiffe regarder ce machin nager. On va maintenant parler de la sous-classe des Sedentaria. Pour rappel, les gros flemmards. Là encore, on compte plusieurs ordres. En premier, je vais vous parler de l'ordre des Sabellida. Peut-être que le nom parle déjà à certains. Ce sont des annélides filtreurs. Ils captent le plancton et les matières en suspension dans l'eau grâce à leur panache de filaments organisés en plusieurs couronnes. Cette particularité anatomique leur permet donc de piéger la nourriture apportée par le courant. Comme c'est le cas pour les mollusques bivalves, cela leur sert également à la fonction de respiration. Les membres de cet ordre vivent dans des tubes minéralisés qu'ils fabriquent eux-mêmes, soit soudés à un substrat, soit carrément forés dans celui-ci. Ça peut être dans de la roche ou du corail par exemple. La famille des Sabellidés est sans aucun doute la famille la plus célèbre d'annélides sédentaires, qui donne carrément son nom à l'ordre entier des Sabellida. On les appelle couramment sabelles. Si vous faites un peu de plongée, ou même si vous êtes observateur sur l'estran, vous avez peut-être déjà vu un panache de sabelles se rétracter à toute vitesse à votre approche. Ces animaux étant très sensibles aux vibrations, ils vont tout de suite se réfugier dans leur tube au moindre mouvement. Il existe un paquet d'espèces, je ne vais pas toutes les énumérer, donc retenons le spirographe, Sabella spallanzani, qui n'est autre que le plus grand ver tubicole du littoral français, avec un tube pouvant mesurer jusqu'à 60 cm et une couronne tentaculaire avec un diamètre de 15 cm. Une autre famille sympathique qu'on peut citer, c'est celle des Serpulidés, qui ont à peu près la même écologie que les Sabellidés. Voici la cascaille, Phycopomatus enigmaticus, qu'on retrouve dans les eaux saumâtres côtières. C'est une espèce euryhaline qui supporte de grandes variations de salinité. On la retrouve dans les zones peu profondes avec de l'eau stagnante comme les bassins portuaires, les canaux, les lagunes et les estuaires, où elle forme de véritables récifs constitués de l'accumulation de tubes calcaires longs de 10 cm. Ces récifs peuvent mesurer jusqu'à plusieurs mètres avec des densités qui atteignent 100 000 individus par mètre carré. La larve de l'annélide est planctonique et se fixe sur tout type de substrat, mais justement elle préfère se fixer sur d'autres tubes de la même espèce. Phycopomatus enigmaticus modifie énormément son écosystème en ralentissant les courants, augmentant la sédimentation et surtout en offrant un substrat dur, favorisant la colonisation de ce récif par un grand nombre d'organismes fixés, tels que les bryozoaires, les balanes, les acidies. Perso, pendant mon stage de Master 2, j'ai été amené à faire pas mal de prospection à la recherche d'une espèce de moule, Mytilopsis leucophaeata, et justement j'en ai trouvé un paquet dans le port de Ouistreham, et elle vivait surtout dans les récifs de Phycopomatus. Et en vrai, comme il y a pas mal d'interstices entre les tubes, il y a un paquet de bestioles dedans, pas que des trucs sessiles. On retrouve aussi des amphipodes, des isopodes, des décapodes, et même des poissons. Ces récifs sont à l'origine d'une augmentation locale de la biodiversité. Mais à côté de ça, ils encroutent la coque des navires, obstruent les canalisations et même bloquent les écluses. Du coup, l'homme kiffe pas trop Phycopomatus. Pour ceux qui se baladent sur la plage et qui se demandent ce que c'est ces petits machins blancs de 2 mm de diamètre qu'on trouve sur les fucus, ce sont des Spirorbis, des annélides de la famille des Serpulidés. C'est des tout petits vers enroulés dans des tubes calcaires miniatures. Un des tentacules est légèrement plus grand que les autres et a une forme de soucoupe. Il sert d'opercule pour fermer l'ouverture du tube et protéger le ver des prédateurs et de la dessiccation à marée basse. Ce qui est marrant chez cette espèce, c'est que le stade larvaire est très court, les jeunes étant couvés à l'intérieur du tube de l'adulte. Ils ne passent que quelques heures en tant qu'organisme libre dans l'eau, puis ils se fixent rapidement à la surface appropriée la plus proche. Souvent, c'est sur la même algue que son géniteur. Dernière espèce de la famille des Serpulidés avec le majestueux ver de Noël, Spirobranchus giganteus.
une créature inféodée aux eaux peu profondes des zones tropicales. D'une taille allant de 4 à 7 cm, cette annélide porte son nom à cause de ses deux panaches spiralés très caractéristiques, avec leur forme conique et leur grande variété de couleurs. Rouge, orange, blanc, bleu, jaune, tout ce que vous voulez. Cette bestiole sortie de l'imagination d'un enfant drogué vit dans une loge encastrée dans du corail dur, ce qui relève d'une forme de symbiose, dans la mesure où le corail fournit au ver un logement, et en échange, le ver protège les polypes des prédateurs avec son panache. Notamment de la redoutable Acanthaster planki, la dévoreuse de coraux, qu'on a déjà évoqué dans la vidéo sur les échinodermes. De plus, les mouvements du ver de Noël participent à une meilleure circulation de l'eau environnante, apportant plus de plancton au corail. Malgré cela, le ver peut devenir à la longue un problème pour le corail, car quand il meurt, l'annélide laisse un tube vide, risquant de fragiliser la structure du corail, le rendant plus vulnérable aux aléas climatiques et aux parasites. Après, la longévité de notre guirlande de Noël est pas dégueulasse pour un ver, avec une estimation à plus de 40 ans. Les machins colorés c'est bien joli, mais là je sens que vous êtes en manque de vers géants. Je vous présente le ver tubicole géant, Riftia pachyptila, de la famille des Ciboglynidae, un groupe inféodé aux grands fonds marins, plus spécifiquement au niveau des cheminées hydrothermales, ce qu'on appelle également les fumeurs. Ce sont des zones situées sur l'axe des dorsales océaniques où une partie de la chaleur interne de la Terre est évacuée. Ces écosystèmes extrêmes sont privés de lumière. Pas de lumière égale pas de photosynthèse, égale pas de phytoplancton, qui, je le rappelle, est le maillon à la base des réseaux trophiques. Du coup, la biodiversité des fumeurs s'explique par une production primaire assurée par des bactéries chimiosynthétiques qui vivent libres ou en symbiose avec les organismes. Riftia pachyptila est plutôt balèze, 2 mètres de long, 5 cm de diamètre, ok c'est pas mal. Ces vers vivent en colonies pouvant atteindre 100 à 200 individus par mètre carré. Et ce monstre des abysses a de quoi surprendre niveau anatomie. Ici on n'a pas de bouche, pas d'intestin, pas d'anus. Notre ver géant s'alimente grâce à sa symbiose avec des bactéries endosymbiotiques chimio-autotrophes. Ces dernières se trouvent dans un organe spécialisé du ver, le trophosome. Les bactéries utilisent le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone émis par les cheminées hydrothermales afin de synthétiser des sucres que le ver peut assimiler. Ces bactéries forment jusqu'à 35% du poids du trophosome du géant. L'oxygène et les sulfures nécessaires à la chimiosynthèse des bactéries sont puisés par le ver au niveau des filaments branchiaux, puis semblent être transportés vers les bactéries grâce à une hémoglobine particulière. Ok, c'était assez long, là on va passer à l'ordre des Spionida et ça va être très court. Ceux-là, ils possèdent une seule paire de tentacules d'alimentation qui est flexible et qui provient directement du prostomium. Ici vous avez Scololepsis squamata de la famille des Spionidae. Cette espèce vit dans un terrier vertical et utilise ses longs tentacules pour se nourrir des particules déposées sur les fonds marins. Mais s'il y a du courant, chaque tentacule peut s'enrouler en hélice et l'animal peut ainsi se nourrir entièrement de particules en suspension. On va pas s'étendre plus que ça sur cet ordre et on passe au suivant, l'ordre des Terebellidae, communément appelés vers poilus à cause de leurs longs tentacules rayonnés qu'ils utilisent pour collecter les particules à la surface du sédiment ou dans l'eau. Les anglophones les appellent spaghetti worms à cause de ce mode d'alimentation très particulier. Ce sont donc surtout des détritivores et des filtreurs, qui vivent dans un tube dans le sable. Leur corps est légèrement dodu antérieurement, constitué de segments s'effilant vers l'arrière. De la famille des Terebellidae, voici le petit palmier, l'Anicea conchilega, qui peut taper quand même les 30 cm de long. Cette bestiole forme un tube très caractéristique, constitué d'un mucus qui durcit, renforcé de grains de sable et de fragments de coquilles. Il est garni d'une frange à son sommet en forme de palmier, d'où le nom du bidule. De par ses capacités à fixer le sédiment, il peut localement jouer un rôle géomorphologique significatif dans la zone intertidale des côtes de l'hémisphère nord. On le considère donc comme une espèce ingénieure. Si vous êtes observateur, vous pouvez croiser sur la plage les maisons vides de notre ami le petit palmier. En faisant mes recherches, j'ai également appris l'existence de la famille des Pectinariidae, appelée Trumpets worm, que je trouve assez marrant avec leur tube calcaire, alors je vous les balance ici. Pour en finir avec les sédentaria, il faut que je vous parle de l'arénicole des pêcheurs, Arenicola marina. Je l'ai gardé pour la fin, car en fait, je sais pas trop dans quel ordre la placer. J'ai vu pas mal d'infos différentes sur internet, c'est un polychète sédentaire, ça c'est sûr, mais même sur World Register of Marine Species, qui est la référence en classif pour la biologie marine, ils ont pas indiqué d'ordre, donc moi non plus, je me mouille pas. L'arénicole vit dans une loge en forme de U à environ 20 cm de profondeur,
surtout dans le sable, dans une gamme de particules entre 80 et 200 micromètres. Vous faites ce que vous voulez de cette info. La galerie est consolidée par du mucus sécrété par le ver. Au niveau de la partie antérieure, notre arénicole absorbe du sédiment et garde ensuite les détritus organiques, la microflore et la microfaune. Au niveau de la partie postérieure du tube, l'arénicole éjecte ses excréments constitués essentiellement de sédiments, ce qui forme des petits tortillons caractéristiques que vous avez tous forcément déjà vus sur une plage lors de vos longues promenades en lendemain de cuite. L'arénicole occupe généralement la partie la plus large de la galerie, c'est-à-dire la branche horizontale. Les populations peuvent atteindre des densités de 150 individus par mètre carré et constituer près de 30% de la biomasse d'une plage. C'est quand même assez dingue. Leur activité de fouissage et de pompage du sédiment remanie radicalement les plages. On parle de phénomène de bioturbation, où les particules fines sont ramenées à la surface par rapport aux particules plus grosses. Pas mal d'animaux kiffent bien l'arénicole. C'est une source de nourriture importante pour les poissons et les oiseaux limicoles, qui souvent n'attrapent que la partie terminale de la queue. Ce n'est pas fatal à l'arénicole, puisque sa queue se régénère par extension des métamères restants. Forcément, il y a un petit primate qui a trouvé son intérêt, faisant de l'arénicole un appât très prisé pour la pêche, engendrant par la même occasion un commerce florissant. À côté de ça, les scientifiques ont découvert quelque chose de super intéressant chez l'arénicole. La molécule utilisée par l'annélide pour fixer l'oxygène, son hémoglobine, elle est 40 fois plus oxygénante que la nôtre, et ne nécessite aucun cofacteur pour libérer l'oxygène. Vous le sentez venir l'intérêt pour la médecine ? La société Emarina, basée à Morlaix, a développé et mis sur le marché un transporteur d'oxygène universel à partir de l'hémoglobine d'arénicole, le M101. Il y a pas mal d'applications intéressantes, comme la conservation des tissus lors des transplantations d'organes, ou encore les pansements oxygénants, favorisant la cicatrisation. Merci arénicole, toi aussi petit ver insignifiant, nous t'avons asservi. Vous pensiez qu'on en avait fini avec les polychètes ? Eh ben non, je vous ai prank. Il existe une troisième sous-classe, celle des écuriens, qui étrangement sont des annélides non segmentés. Ils ne ressemblent pas à grand chose, avec un corps tout boudiné qui part dans tous les sens. La plupart des espèces vivent dans le substrat ou dans des cavités, et du coup généralement on va voir que la trompe qui dépasse, c'est l'organe qui leur sert à chasser. Elle est beaucoup plus longue que le reste du corps et se divise en deux pour former un T caractéristique. Au niveau de la reproduction, c'est vachement drôle. Le mâle vit comme quasi-parasite de la femelle, beaucoup plus petit qu'elle et biologiquement limité à sa fonction reproductrice. C'est un peu la même idée qu'avec les baudroies abyssales, mais en bien plus poussé, vous allez voir. Je vais vous présenter deux espèces d'écuriens. Attention, la numéro 2 va vous trauma. Tout d'abord, on a la fascinante bonellie verte, Bonellia viridis, de la famille des Bonelliidae, qui illustre parfaitement le dimorphisme sexuel des écuriens dont je viens de vous parler. La femelle grandit tranquille pendant 2 ans jusqu'à mesurer un bon mètre. Elle produit un pigment vert vif dans sa peau, connu sous le nom de bonelline, qui est surtout très concentré au niveau du proboscis. Cette arme chimique lui sert à chasser en paralysant des petits organismes. C'est aussi un super biocide contre les bactéries et les larves d'autres bestioles. C'est pourquoi on l'étudie pas mal en labo. La femelle, je l'ai dit, elle fait environ 1 mètre. Par contre, le mâle, lui, il ne dépasse pas quelques millimètres. Mais en fait, c'est bien plus intéressant qu'une simple différence de taille comme chez la baudroie. Au stade larvaire, les bonellies vertes qui s'approchent d'une femelle adulte vont se masculiniser sous l'action de la bonelline. Les nouveaux mâles vont alors se fixer sur la grosse femelle. Ils se font aspirer par la trompe et sont stockés dans un sac génital de la femelle, lui permettant de féconder autant d'œufs qu'elle le souhaite à l'aide des spermatozoïdes de sa collection de mâles. Vivant à l'intérieur de celle-ci, les mâles sont complètement dépendants de la femelle. Ce qui est assez dingue, c'est que la bonellie verte n'a aucun chromosome sexuel. Le sexe est déterminé seulement par des facteurs environnementaux, à savoir l'exposition à cette fameuse bonelline. Pour résumer, une femelle va expulser des embryons fécondés dans la colonne d'eau, qui se transforment en larves, puis au gré des courants, si la larve se fixe près d'une femelle adulte, l'individu sera un mâle, mais si elle se fixe à un endroit inoccupé, l'individu sera alors une femelle et un nouveau territoire sera conquis. En Asie, on pêche également intensément un écurien qui dénote pas mal. On l'appelle communément le poisson pénis. De la famille des Eurechidae, Eurechius unicinctus est un beau bestiau d'une trentaine de centimètres.
Il creuse des galeries dans le sable vaseux, où il se camoufle, ce qui explique sa couleur beige inquiétante. Pour se nourrir, un filet de mucus collant lui permet d'agglomérer les particules nutritives à la dérive. À cause de sa forme rappelant un peu trop le sexe d'un certain mammifère, le folklore et la cuisine asiatique prêtent beaucoup de vertus au pauvre poisson pénis qui pourtant n'en a pas vraiment quoi, c'est juste un ver quoi.